Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Les examens du diplôme d'études fondamentales d'EEF se sont déroulés du 5 au 8 juin 2017 au Mali. Si au sud du pays, les élèves ont pu composer sans difficulté, on ne peut pas en dire autant pour les élèves des régions du centre. Ils sont 115 595 déclarés admis, soit un taux national d'admission de 47,95% contre 30,02% en 2016. Le baccalauréat 2017 a enregistré un taux de réussite de 32,64% contre 24,26% en 2016. On suivi les résultats des examens du BT1 et BT2 et ceux des certificats d'aptitude professionnelle. Au regard des taux de réussite, une année scolaire plutôt flatteuse dans notre pays. Le directeur du Centre national des examens et concours affirme qu'il n'y a eu aucun repêchage cette année. Faut-il croire que les résultats reflètent le niveau des examens? L'école malienne est-elle en passe de retrouver ses lettres de noblesse? Quelles leçons faut-il tirer de cette année scolaire pourtant déroulée dans les conditions que nous connaissons? Nos invités sont aujourd'hui Koumba Yaressi, elle est enseignante à la retraite. Bonsoir. Bonsoir. Soumana Koulibaly est syndicaliste. Il est le deuxième adjoint du secrétaire à la communication du SNEC-SEC. Bonsoir. Bonsoir, M. Sylvie. Goro Soumaïla Sissé de l'AEM, donc il est en retard. On espère qu'il prendra le train en marche. Yacouba Dambélé de la FENAPEM, on espère qu'il sera au téléphone avec nous. Et Kinan Agadeda, directeur national de l'enseignement fondamental, lui aussi au téléphone. À la présentation, je suis Aliou Sidibé. La mise en onde est assurée par Gagny Kanté et Mamadou Ouattara à la régie vidéo. Le grand dialogue. Le ministre de l'Éducation nationale a planifié et les résultats ont été proclamés. Diplôme d'études fondamentales jeudi 6 juillet 2017, baccalauréat mercredi 19 juillet 2017, certificat d'aptitude professionnelle CAP et brevet des techniciens BT mercredi 26 juillet. Alors, Madame Yaressi, un mot sur cette volonté politique qui s'affirme? Je ne sais pas ce que vous appelez volonté politique. Si on fait passer des examens aux enfants, il faut bien qu'on proclame les résultats. Bon, moi, je n'ai pas de commentaire quant à ce que vous me demandez. Très bien. Alors, quelles leçons peut-on tirer des examens de cette année? Donc, on va écouter le directeur des examens et concours. Globalement, cette année, les examens ont eu des taux de réussite plus élevés que des années précédentes. Et la différence est très importante au niveau du IDF. Elle est moyenne au niveau du bac. Elle est satisfaisante aussi au niveau des IFM, du CAP et du BT. Sur le déroulement aussi, on a constaté quand même qu'il y a une amélioration par rapport à l'année passée. La seule chose qu'on peut ajouter, c'est l'incident regrettable qui est arrivé à Koulikoro. Comme le ministre a déjà présenté les excuses du cabinet, moi à mon tour aussi je présente les excuses du cabinet, les excuses du CNTE, de l'académie de Koulikoro pour ce désagrément qui est arrivé aux candidats du pôle de correction de Koulikoro, à savoir l'académie de Kati, l'académie de Dioïla et l'académie de Koulikoro. Alors, Soumaïla Koulibaly, vous êtes secrétaire à la communication et syndicaliste au niveau du SNEC. Quelle est votre appréciation par rapport aux résultats de cette année? Bon, comme tous les autres années, merci d'abord M. Sylvé. Bien sûr, comme toutes les autres années, ces résultats, nous les avons appris. Bon, on a fait notre appréciation. Nous pensons que c'est des résultats qui sont plus liés à des volontés politiques. Bien sûr, parce que un examen, ce n'est pas comme un concours, ça c'est notre entendement. Et l'examen doit plutôt porter sur le programme et les choix de sujets doivent surtout être faits pour les élèves moyens, pour qu'ils puissent avoir au moins 10 de moyenne pour passer. Peut-être que le département a intégré ce paramètre cette année
Et voilà le résultat. Ce que nous souhaitons quand même, c'est que ce système puisse se pérenniser parce qu'on a l'impression qu'ici, on confond un examen et un concours. Et l'examen doit être fait en fonction du niveau d'un élève moyen. Mais quand vous organisez l'examen pour un élève très bien, l'élève moyen ne pourra pas s'en sortir. Certainement, ce sont ces paramètres-là qui se sont intégrés. C'est notre lecture, c'est ce que nous avons fait comme lecture là-dessus. Alors, Kinan Agadeda, directeur national de l'enseignement fondamental, est en ligne. Monsieur le directeur, quelle est votre appréciation par rapport aux résultats de cette année? Bon, je pense qu'avant de parler du résultat de cette année, il faut quand même signaler que depuis 2015, les résultats des différents examens sont en nette progression. Cela démontre la pertinence des actions menées par le département de l'éducation pour moraliser davantage les évaluations de fin d'année et permettre une prise de conscience des parents et des élèves sur la nécessité de fournir un effort personnel pour passer aux examens. Nous étions dans une logique où les gens pensent qu'il faut utiliser tous les subterfuges pour passer aux examens. Et nous sommes aujourd'hui dans une logique où les gens comprennent petit à petit que sans effort personnel, sans un travail continu et soutenu durant l'année scolaire, il n'est pas possible de faire de bons résultats ni de réussir aux examens. Et je pense que l'examen de cette année, par rapport à celui de l'année dernière, a également montré que les résultats ont progressé et que les jeunes commencent à prendre conscience, autant les parents que les élèves, qu'il faut fournir des efforts pour passer aux examens. Ok. Koumba Yaressi, donc le directeur vient de signaler depuis 2015 les taux de réussite sont en nette progression. Quelle est votre appréciation par rapport aux résultats de cette année? Moi, je veux regarder dans le rétroviseur. En 2010, si j'ai bonne mémoire, 2010-2011, on a réformé les examens, le baccalauréat et le diplôme d'études fondamentales en l'occurrence. À l'instar de tous les pays francophones, nous avons jugé nécessaire que, compte tenu du fait qu'il y avait une privatisation sauvage au Mali, vous vous souviendrez qu'on voyait tout le temps des banderoles affichées, tel établissement 100% au DEF, 90% au baccalauréat. Évidemment, quand un élève va au baccalauréat avec 16 de moyenne annuelle, même si la personne ne fournit aucun effort, il a au moins mention passable. Donc, on s'est aligné sur les autres pays. Et d'ailleurs, on n'est pas allé jusqu'au bout de la réforme parce que dans les autres pays, la moyenne annuelle n'entre pas du tout en compte. Mais on s'est dit que, puisque c'est une réforme, il faudrait y aller progressivement. Je crois qu'aujourd'hui, on aurait dû en être là. On aurait dû achever cette réforme. Donc, je disais que les moyennes de classe n'entraient plus en ligne de compte dès le départ. On avait descendu le plancher à 9,5. Nous n'avons pas appelé ça repêchage, parce que repêchage, généralement, comme l'a dit le syndicaliste, on y voit la main du politique. On s'est dit que quelqu'un qui a 12 de moyenne, quelqu'un qui a 13 de moyenne, il peut trébucher. S'il a 9,5, en ajoutant, évidemment, ce n'est pas le même coefficient. À l'examen, c'est multiplié par 2 et la moyenne annuelle multipliée par 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au baccalauréat, par exemple, vous savez très bien que, compte tenu de la compétition, quelqu'un qui a une mention assez bien, une mention bien, il a des chances d'accéder à certaines bourses. Mais quelqu'un qui n'a pas 10 à l'examen, si vous l'alignez sur quelqu'un qui a 11 à l'examen, c'est pas juste. Donc, c'est à partir de 2011 ou 2012, il va rafraîchir, 2011 en l'occurrence, c'est à partir de 2011 que ce qu'on peut appeler moralisation des examens a commencé. Et ce n'est pas seulement cette réforme, il y a eu aussi que les membres du cabinet, le secrétariat général faisaient des rondes dans les établissements pour essayer d'aider les surveillants, les correcteurs, les secrétariats. Donc, ça n'est pas du tout à partir de 2015
peut-être que le pic est atteint aujourd'hui. Si c'est le cas, c'est une très bonne chose. Mais moi, je m'interroge, quelle est la part des grèves sauvages, des grèves illimitées? Est-ce que l'enfant qui n'a pas, parce qu'un bac, ça se prépare de la seconde chez nous. On va en revenir. Voilà. On va en revenir. Voilà. Alors, donc, monsieur le directeur national, vous venez d'écouter l'intervention de Koumba Yaressi, mais d'après nos investigations, les moyennes seraient calculées quand même entre 9 jusqu'à 9,99, ajouté maintenant à la moyenne de l'examen. Alors, comment expliquer ce taux de réussite au regard de cette année mouvementée en dents de scie? Parce qu'on a remarqué qu'il y avait des grèves, comme elle vient de le signaler. Oui, effectivement, il y a des grèves, il y a des temps réels d'apprentissage n'est jamais respecté, ou il est souvent très peu respecté. Mais il faut voir qu'au niveau du département, des mesures quand même ont été prises pour essayer de minimiser un peu l'effet négatif des débrayages constants des enseignants et des élèves. Par exemple, cette année, des cours de rattrapage ont été organisés pour toutes les classes de 9e année. Pour les classes, pour le secondaire, le lycée et le technique. Ces mesures ont permis effectivement de récupérer un peu cette vie et de permettre aux enfants d'avoir un minimum de connaissances pour faire face aux examens. Donc, comme je l'ai dit, il y a des actions pertinentes qui sont prises, qui ne sont pas toujours visibles. Mais le département a conscience des difficultés qui se posent et en conséquence, tout le monde se met pour réfléchir et trouver les solutions afin de faire face. Tant que, effectivement, les débrayages constants ne finissent pas. Par ailleurs, l'autre problème majeur que les gens ne dénoncent pas, c'est la non-participation des parents dans la réussite de leurs enfants. Et le deuxième problème que je vais signaler, c'est que c'est les mauvaises évaluations des enfants. Tout de suite, quelqu'un a parlé de 16 de moyenne, de 17 de moyenne et qui ne passe pas aux examens. Cela se comprend. Monsieur le directeur, en vous entendant parler ainsi de problèmes, donc ça devrait jouer plutôt dans le sens négatif? Quel problème? Moi, je vous ai demandé comment expliquer ce taux de réussite au regard de cette année mouvementée. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. J'ai dit que nous avons apprécié les différents mouvements, les débrayages, mais des mesures ont été prises, telles que les cours de rattrapage. Pendant 3 mois, les enfants ont bénéficié de cours de soutien dans les classes d'examen, que ce soit au fondamental comme au secondaire. Cela a permis effectivement de minimiser le temps de non-apprentissage. En plus des autres mesures qui ont été mises en œuvre. J'ai dit que cela peut justifier, peut expliquer le pourcentage acceptable, même s'il n'est pas au goût de tous. En tout cas, il est acceptable par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à dénoncer ce qui est aujourd'hui. Il faut aussi informer les parents que leur participation dans les études de leurs enfants sont essentielles dans la réussite de leurs enfants. Combien de parents s'intéressent à ce que leurs enfants font? Quand un enfant ramène 14 de moyenne, on se contente, on dit il est bon. Quand il ne passe pas à l'examen, on dit non, c'est le système qui est mauvais. Mais si le parent suit son enfant, il aurait dû comprendre que la moyenne que son enfant a ramenée ne justifie pas son niveau. Et que les enseignants doivent être interpellés pendant qu'il est temps. Ce n'est pas le jour, comme on l'a dit, le jour de la bâtie qu'il faut dresser son chien de chasse. Oui. C'est avant qu'il faut se mettre au travail et s'interroger sur les résultats au quotidien des enfants. Oui. Pour qu'effectivement, le jour de l'examen, on n'ait pas de surprises. Ok. Mais parmi les facteurs favorisants, on a annoncé par exemple le rôle des écoles privées quand même cette année, parce que les débrayages en général c'était dans les établissements publics. Mais est-ce que selon vous, les formations reçues sont adaptées au marché de l'emploi ou tout au moins préparent-elles pour une suite favorable dans les études des enfants? Bon, votre question n'est pas très précise. Oui. Parce que là, on sort des examens et on va maintenant à l'emploi et à la formation. Oui, parce qu'il y a des établissements secondaires, là, les enfants sortent, ils sont versés directement dans le marché de l'emploi au niveau des établissements secondaires de formation professionnelle. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un problème
entre la formation, l'adéquation entre la formation et l'emploi. Ça, c'est clair, notre système est confronté à ces problèmes. Et on est en train de le résoudre par des refondations essentielles de l'enseignement technique et professionnel. Et ce qui est certain aussi, c'est que nos enfants font des choix qui, à leur sortie, ne leur permettent pas d'avoir du travail. Les enfants choisissent généralement les filières littéraires, les filières administration, économie, etc. S'il n'y a rien à gérer, pourquoi être formé dans l'économie? Et très souvent, quand ils finissent leurs études, ils se retrouvent dans un environnement social qui ne leur donne pas beaucoup d'opportunités d'emploi. Mais combien on a d'ingénieurs, de techniciens, de maçons, d'électriciens, de géomètres, etc. Ils sont très peu parce que c'est des filières que les enfants ne choisissent pas. Quand vous prenez le domaine du bâtiment aujourd'hui, il est en expansion. Mais combien de nos enfants sortent de nos écoles avec des qualifications qui leur permettent de s'insérer dans ce système de travail? Et donc, c'est les choix. Et les parents, généralement, ne participent pas ou ils imposent des choix à leurs enfants quand ils passent au DEF. D'accord, on va parler de ça au niveau des solutions. On va parler de ça au niveau des solutions. Donc, c'est justement pour préciser que Goro Soumaïla Cissé de l'AEM vient d'effectuer son entrée dans le studio. Alors, monsieur Cissé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, nous avons vu que les résultats ont été proclamés et en général, donc, il y a une progression dans les taux de réussite. Vous, au niveau de l'AEM, quelle est votre appréciation par rapport aux résultats de cette année? Notre appréciation par rapport aux résultats de cette année se pose à beaucoup de niveaux, nous dirons. Donc, notamment, cette année a été assez particulière pour nous, notamment les perturbations même dues aux différentes parutions de résultats. L'AEM, nous ne dirons pas que nous sommes satisfaits de ces perturbations, mais nous sommes satisfaits des mesures qui ont été prises. Notamment dit, nous avons eu une première apparition des résultats, notamment dans la région de Koulikoro. On va en revenir. Voilà, oui. Donc de ce côté, vous voyez que les autorités se sont assumées en faisant réapparaître notre résultat, corrigeant le premier qui était affiché. Donc nous voyons déjà qu'il y a beaucoup d'améliorations par rapport aux résultats et le taux rehaussé de réussite, en réalité, nous pouvons aussi attribuer ça à une augmentation du niveau des enfants. Ce n'est pas obligatoirement dit qu'il y a eu échec dans le système de correction ou fraude ou encore vraiment, nous savons qu'il n'y a pas de sécurité totale. La sécurité à 100% n'existe pas, mais nous osons aussi croire que vraiment les travaux mis en œuvre de part et d'autre sont également en train d'aboutir à des causes bénéfiques. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Alors, M. Soumaïla Koulibaly. Soumana Koulibaly. Oui. Alors, vous, au niveau du syndicat des enseignants, quelle est l'explication que vous donnez par rapport au taux de réussite de cette année au regard de l'année mouvementée? Bon, nous n'avons pas assez d'explications, mais on fait un constat et nous essayons d'analyser et de chercher à savoir davantage. Parce qu'en réalité, avec une telle année mouvementée, peut-être, comme je l'avais dit, et le directeur aussi l'a dit, ça c'est le deuxième paramètre. Le premier paramètre, c'est que peut-être on a intégré le fait que l'examen, ce n'est pas forcément un concours pour l'élite, mais c'est plutôt un élève moyen. Peut-être on a intégré ça, parce que si vous voyez, réellement dans les écoles publiques, nous n'avons fait que quelques mois de cours. Peut-être les choix des sujets, les gens qui ont eu à choisir le sujet ont dû prendre en compte beaucoup de choses. Ça, c'est un peu technique. Et ensuite, l'autre côté, c'est comme il a eu à le dire, si c'est vrai que les cours de soutien au niveau secondaire ont pu couvrir un nombre important d'élèves, bon, il va de soi que les gens soient préparés pour l'examen. Mais je doute fort de cela parce que, vu l'effectif au niveau des écoles publiques et le nombre d'heures de cours de soutien par semaine, alors je m'interroge comment ces choses-là se sont passées. Il y a beaucoup de choses à chercher à savoir. Nous sommes en train de faire des investigations sur le terrain, à chercher à savoir davantage pour ce que c'est réellement passé. Nous sommes là-dessus. Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani.
Alors, retour sur ce plateau avec Koumba Yaressi. Koumba Yaressi est enseignante à la retraite. Soumana Koulibaly est syndicaliste au niveau du SNESEC. Donc, Goro Soumaïla Sissé est de l'AEM. Yacouba Dambélé de la FENAFEM n'est pas disponible aujourd'hui. Il devrait intervenir par téléphone. Kinan Gadeda est le directeur national de l'enseignement fondamental. Lui, il est au téléphone. Alors, c'est pour parler des examens, les résultats des examens de fin d'année. Alors, Madame Yaressi, alors, quelle est l'explication que vous pouvez trouver quand même aux résultats de cette année, au regard quand même d'une année aussi tronquée avec les mouvements? Vous insistez tellement sur les résultats comme si c'était extraordinaire. Déjà, moi, en tant qu'enseignante, je ne trouve pas ça extraordinaire, moins de 50%. Mais je veux rebondir sur ce qu'a dit quand même le directeur. Parce qu'il faut toujours trouver un bouc émissaire, une tête de turc, c'est les parents. Il a insisté sur la responsabilité des parents. Mais moi, je voudrais simplement lui rétorquer que la Banque africaine de développement a fait une étude sur l'apport de la diaspora dans notre pays. Tout le monde dit que c'est l'équivalent de l'aide publique au développement. Mais, monsieur le journaliste, est-ce que vous savez que le deuxième poste de dépense dans cet argent-là est consacré à la formation et à l'éducation des enfants? Qui sont-ils? Des parents? Eux, ce n'est pas l'État. D'autre part, ce n'est pas le syndicaliste ou le représentant de l'AEM qui vont me contredire. Aujourd'hui, même les enfants, il y a des répétiteurs, même pour les enfants à l'école primaire, à l'école fondamentale, on dira au Mali. Qui les embauche, ces gens-là? Les parents d'élèves. Les parents d'élèves qui payent? Les parents d'élèves. Quand vous achetez un ordinateur pour un enfant, il peut accéder à beaucoup de choses s'il sait l'utiliser à bon escient. Qui le fait? Les parents. Moi, je n'ai pas vu le ministère de l'Éducation ou l'État malien offrir des tablettes aux enfants, même à ceux qui ne vont pas à l'école. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Donc, de grâce, les parents d'élèves, ils n'ont pas, et puis les parents d'élèves, ils n'ont pas vocation à agir de manière à infléchir les résultats. Oui, tout le monde est payé. Non. L'éducation, c'est combien? 35% du budget national. Oui. Si ce budget est mis à la disposition de l'éducation, ça veut dire que ce sont les parents qui se sont saignés. C'est l'impôt du contribuable. Donc l'éducation a la première tâche d'abord. Viennent ensuite les enseignants, les enfants, etc., etc. Ce sont eux les principaux acteurs de l'éducation. Ok. Donc, on sait que tout n'a pas été rose parce qu'il y a eu des couacs. Donc, tout de même. Alors, on va voir quels seront les impacts de ces couacs-là. Donc, nous allons écouter le directeur de l'Académie de Koulikoro pour le cas spécifique de Koulikoro pour quand même éditer quand même ces couacs-là. En voulant donner justement les relevés de notes. Nous avons constaté qu'il y avait des moyennes annuelles qui n'étaient pas correctes. Quand nous nous sommes mis à la tâche de vérification des moyennes annuelles, nous avons constaté des erreurs de saisie des notes, des moyennes annuelles également mal saisies ou non prises en compte. Cela nous a amené à revoir tout le travail au niveau des TV. Nous avons constaté à la suite qu'il y avait des élèves admis qui ne devaient pas être admis et certains aussi qui n'étaient pas admis qui devaient être admis. Et c'est ce qui a fait que nous avons repris tout le travail de vérification, de contrôle avec une mission du cabinet et ça nous a amené à trouver des nouveaux résultats et on est arrivé à une nouvelle proclamation le 25 juillet. Nous avons engagé une grande mission d'information auprès des communautés. Les enquêtes continuent, on est en train de savoir exactement ce qui s'est passé et situer les responsabilités. C'est une erreur, on ne peut que demander pardon à tout le monde. Goro Soumaïla Sissé de l'AEM, alors vous avez commencé par intervenir sur ce point. Alors, un examen unique, une proclamation à 2 temps à Koulikoro. Mais et pourtant, les gouvernants ont été prompts quand même à agir. Faut-il croire à une volonté de moralisation des examens en fin de compte? Je crois vraiment que vous employez le bon terme. Et deux résultats pour le même examen dans une même zone. Un examen national, moi je crois que c'est vraiment une grande responsabilité. Parce que c'est pas facile. C'était vraiment plus simple pour eux
de confirmer et de fermer les yeux sur les erreurs. Donc, mais ayant cette conscience de vouloir bien faire la chose, donc ayant détecté les erreurs, parce que réellement ça peut mettre à discréditer complètement la validité de tout un système éducatif placé dans une région. Mais ils ont fait la première vérification. Apparemment, selon les informations que nous avons reçues, ils ont constaté qu'il y a eu même des passants qui n'étaient pas dans la salle. Il y a des passants qui n'étaient pas dans la salle et des personnes qui étaient censées passer qui n'ont pas passé. Donc, à partir de quelques erreurs décelées, ils ont décidé de faire une vérification totale des résultats. Ils l'ont fait. Encore, ils ont assumé vraiment avoir fait des erreurs et d'afficher un nouveau résultat. Et réellement, on l'a vu, c'est bénéfique. On a même eu plus de passants que de récalés au final. Des passants qui avaient été dits récalés, qui avaient même des mentions apparemment. Donc, vraiment, nous évoluons. Nous, à notre niveau, au sein de l'Association des élèves et étudiants du Mali, nous sommes satisfaits. Et contrairement peut-être à la majorité, nous n'allons pas les blâmer. Au contraire, nous les félicitons d'avoir accepté d'endosser cette responsabilité et de revenir sur l'erreur au nom de l'ensemble des élèves étudiants du Mali. Ok. Monsieur le directeur national, les étudiants quand même sont satisfaits de la promptitude du résultat, de l'action quand même des gouvernants. Mais il y a un climat de doute qui s'est installé entre des parents d'élèves et des structures en charge de l'organisation des examens. Faut-il s'attendre à des sanctions dans le cas d'espèces? Monsieur le directeur national, oui. Je pense que de voir plus de que la ligne a déjà annoncé que des sanctions allaient être prises contre les contrevenants. Et ce qui fait aujourd'hui des résultats diffusés et des résultats repris montre un peu les défaillances du système. Et ce qui est dangereux, c'est de ne pas avoir l'honnêteté de les reconnaître et de ne pas prendre des dispositions pour les corriger. Et je pense que le département, aujourd'hui, est dans la logique de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce qui s'est produit ne se répète pas et que les contrevenants soient effectivement sanctionnés. Et ça, c'est responsable. Et c'est aussi responsable de la part de nos partenaires sociaux de reconnaître ces efforts qui sont faits. Ok. Monsieur le syndicaliste, est-ce que vous croyez à une volonté de moralisation des résultats en fin de compte? Oui, on peut prendre le directeur par les mots, mais il faudrait que le département ménage beaucoup de choses encore, parce que nous l'avons toujours décrié. Nous avons dit que l'enseignant doit être au début et à la fin des examens. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut impliquer les enseignants non seulement dans le déroulement, l'organisation, les travaux de secrétariat et tout. Je vous donne un petit exemple au niveau du pôle de correction, de la pôle de correction de Kati. Nos correcteurs, nous avons eu souvent de la peine à lire, simplement lire des anonymats. Mais pour porter ces notes-là sur les relevés, c'est un problème. Il a fallu qu'on fasse des points d'interrogation. Maintenant, les acteurs qui ont fait ces travaux-là pourraient régler ces choses-là, ces cas d'erreur. Moi, je pense bien qu'ils doivent prendre en compte les quelques recommandations formulées par les syndicats, ne pas nous voir comme des adversaires, plutôt nous sommes des partenaires. Nous leur faisons des propositions. C'est vrai, on revendique beaucoup, mais dans nos revendications, il y a beaucoup de propositions qui pourraient faire avancer le système éducatif malien, comme je vous l'avais dit. Okay. Ils doivent revenir sur ça, faire impliquer les enseignants du début au niveau du secrétariat pour éviter ce genre d'erreur. Okay. Même la saisie. Okay. Voilà. Mais le couac là, ce n'est pas seulement au niveau de la proclamation des résultats à Koulikoro. Déjà au niveau de l'examen, même de la réalisation de l'examen, par exemple à Mopti, il y avait des centres d'examen fantômes. Est-ce qu'il y a déficit de prévision ou négligence coupable dans l'organisation, Madame Yaressi? Avant d'arriver à l'organisation, je tombe à la renverse quand même. Parce qu'on parle là d'une question de droit. Les enfants ont des droits. Oui. Les devoirs de l'État correspondent aux droits des citoyens. Et tout système éducatif prévoit quand même des sanctions, des remises dans les droits, etc., etc. Il y a des arrêtés selon lesquels il ne s'agit pas que ce soit qu'il s'agisse, il suffit pas qu'il s'agisse de toute une académie. Un seul élève qui pense avoir travaillé, s'il n'est pas convaincu
de ce qu'il a échoué, il a le droit de réclamer un contrôle jusqu'aux copies. On est obligé, dans un délai de 2 mois, de lui faire accéder ses copies. Évidemment, il y a toute une démarche à faire. Donc, comme l'a dit, moi je suis totalement en phase avec le syndicaliste, parce que le système éducatif, c'est d'abord les professeurs, les élèves et les administratifs. Si vous avez mené des personnes étrangères au système, qu'est-ce que ça va donner ? C'est peut-être pour que ces gens-là aient des per diem ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne comprends pas cette intrusion-là. La deuxième, votre question à proprement parler. Oui, il s'agit de la prévision ou bien de négligence coupable dans l'organisation même pratique des examens. Puisqu'on s'est retrouvé avec des centres d'examen fantômes, par exemple à Mopti, dehors du fait qu'il y a pas mal d'établissements, d'écoles qui sont fermés dans cette région à cause de l'insécurité. Mais dans ce cas-là, la question, c'est à l'éducation de répondre à cette question. Moi, je suis en dehors de l'éducation. Je n'ai aucune donnée qui me permette d'évaluer, mais de manière raisonable, quand on est censé quand même. On sait très bien qu'il y a plus de 500 établissements qui sont fermés dans le Mali, mais peut-être plus. Il y a des écoles qu'on brûle tous les matins. Donc, je pense que même si les directeurs d'académie ne sont pas toujours présents, il y a quand même une base de données. C'est à l'éducation de voir en son sein qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Il faut éviter, parce que le problème dans tout ça, c'est la décrédibilisation de nos diplômes. Parce que nos bacheliers, ils vont étudier partout. Ben, si on ne fait plus confiance au bac malien, même avec le sacrifice des parents, contrairement à ce qu'on dit, il y a beaucoup de parents qui se saignent pour faire des études supérieures à leurs enfants. Et Dieu seul sait que c'est cher. Alors, donc faisons attention. On va se tourner vers le directeur de l'enseignement, Kinan Aggadeda. Alors, comment vous expliquez les cas de Mopti où on s'est retrouvé avec des centres d'examen fantômes? Est-ce qu'il y a négligence coupable dans le cas présent? Bon, je dois dire que je ne comprends pas ce que c'est qu'un centre fantôme. On a établi des centres d'examen et les jours de l'examen, il n'y avait aucun candidat. Non, je ne peux pas dire quelque chose par rapport à ça parce que je n'ai pas cette information. À ma connaissance, il n'y a pas de centre fantôme. Il y a des centres qui sont dans une situation d'insécurité, qui ont été déplacés pour protéger les enfants et assurer l'exécution des différentes épreuves vers d'autres centres. Ça, je sais qu'il y a eu des cas comme ça et je connais les efforts que les gens ont fournis pour qu'effectivement les enfants puissent faire l'examen. Mais un centre fantôme, je ne pense pas que ça existe, mais je n'ai pas cette information. Ok, le cas s'est passé au Cap de Djenné. Oui, mais au Cap de Djenné, dans quelle localité? Bon, il y a nos correspondants à partir de Mopti qui nous ont précisé que dans le Cap de Djenné, en fait, il y a des localités où il n'y avait pas de candidats, en fait. Ça, je ne saurais le dire parce que je n'ai pas cette information. Mais j'ai doute fort connaissant notre système d'organisation que c'est la soit. Okay. Il peut arriver qu'un centre qui initialement a été retenu pour abriter les examens soit délocalisé vers une autre localité pour sécuriser les enfants, mais qu'un centre soit créé, ouvert pour des candidats qui n'existent pas, j'ai doute fort que c'est la soit. Ok, merci. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, nous allons retourner sur ce plateau pour la troisième partie, donc avec Madame Koumba Yaressi, elle est enseignante à la retraite. Soumana Koulibaly, deuxième adjoint secrétaire à la communication au niveau du Cinesec. Goro Soumaïla Sissé est de l'AEM. Yacouba Dambélé de la FENAFEM nous a fait un faux bon. Et Kinan Aggadeda, directeur national de l'enseignement fondamental. Alors, examen à Kidal et dans les camps des réfugiés
comment expliquer l'exploit? Donc, y a-t-il eu une disposition spéciale, surtout dans les zones non sécurisées par l'armée malienne, monsieur le directeur national? Bon, il faut comprendre que l'esprit qui a présidé à la réalisation des examens dans les camps des réfugiés à Mauritanie, par exemple, Mbera et à Kidal, procède de la volonté du département de donner à tous les enfants la chance, effectivement, de se faire évaluer et de rentrer dans leurs droits. En Mbera, ce n'est pas la première fois. Depuis déjà plusieurs années, les différents examens se tiennent là-bas, que ce soit les DF ou les BAC. À Kidal, cette année, nous avons un centre à Kidal qui a accueilli à peu près 67 candidats. Et dans les deux cas, les examens se sont déroulés exactement comme ils se déroulent au Mali aussi, dans la sérénité et le calme et la sécurité. Et le département a pris toutes les dispositions pour que les encadreurs se rendent dans les zones en question et ils reviennent avec les différentes copies totalement sécurisées. Et je pense que ça montre un peu de la volonté du gouvernement malien de donner sa chance à tous ses enfants, où qu'ils soient. Ok, mais on a remarqué que le taux quand même est beaucoup plus élevé. À Kidal, par exemple, le taux est de 83,87%. Et dans le cas en Béra, donc c'est de 67,54%. Est-ce que le monde de l'éducation veut jouer sa participation quant à la réconciliation nationale? Non, je pense que si vous prenez les centres de façon individuelle, vous allez trouver des taux beaucoup plus grands encore que ce que vous venez d'annoncer. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas préjuger que ça s'est passé autrement que comme ça doit se passer. Et c'est effectivement ça. Si les taux sont à ce niveau, il faut simplement féliciter les enfants et les enseignants qui ont encadré ces enfants. Ok. Monsieur le syndicaliste, alors, est-ce qu'il y a eu des dispositions spéciales? Est-ce que vos militants ils vous ont informé quand même au niveau de ces camps de réfugiés et au niveau de Kidal, ils ont bénéficié de dispositions spéciales pour l'organisation des examens? Oui, à un moment donné de l'année, M. Sidibé, nous avons eu des échos comme quoi que l'État, à travers le programme de Madame la Première Dame, qui a un programme de cours de soutien, qui intervenait en notre période de grève, là, nous avons fait des séries de grèves au mois de mars, avril. Nous avons appris les échos. Ça a même perturbé un peu notre mouvement de grève. Mais que cela ne tienne, parce que ce programme a réellement, il faut le reconnaître, des impacts réels. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être prioriser certaines zones par rapport à l'autre? Parce que regardez l'effectif 67, c'est plus facile de les encadrer par un programme. Mais quand vous venez par exemple à l'ESIGA avec des milliers de candidats, ce n'est plus facile. Donc il faut revoir peut-être ce programme pour qu'il puisse avoir au moins une large ouverture et faire bénéficier le maximum d'élèves pour que ces gens-là puissent être accompagnés comme il le faut, préparés pour les différents examens, que ce soit le bac, le BT, le CAP, le DF bien sûr. Si cela parvenait à se faire, bon, on pourra tirer un chapeau à l'éducation. Mais seulement le cas de Kidal, bon, c'est quelque chose à saluer, mais qui doit être pérennisé et élargi à l'ensemble du territoire national, pas seulement Kidal. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Ok. Boro Soumaïla Cissé, je ne sais pas si vous aviez des militants au niveau des Kidal et des camps des réfugiés, mais est-ce que vous avez eu l'impression que les candidats de ces zones-là, ils ont eu la même chance que vos autres militants à travers le Mali? Ok, donc moi je crois qu'à ce niveau, il faut que l'opinion nationale sache ce qu'elle veut. Je m'explique. Quand nous avons de faibles taux de réussite, nous avons des plaintes. Et quand également nous avons de grands taux de réussite, on a encore des plaintes. Mais finalement, qu'est-ce que nous voulons? Donc, ce n'est pas obligatoirement dit quand nous avons... si vous voyez même l'effectif, en réalité, le nombre est réduit. Le nombre est vraiment réduit. Et en comparaison à l'ESICA, nous avons plus de 67 passants, c'est sûr, dans les différentes classes. Et là-bas, ils ont de petits nombres. L'encadrement est facile. Et avec le programme induit par la Première Dame, c'est encore plus facile pour eux d'apprendre aisément en classe. Et également, je vais essayer de rattraper à ce niveau. Nous avons aussi notre avis par rapport à ça. Les zones du Nord sont des zones vraiment dans des conditions spéciales. Donc, nous comprenons l'engagement du gouvernement et de Madame la Première Dame à
à prendre des mesures spéciales pour la zone, mais demander aussi d'agrandir cet effort sur toute l'étendue du territoire malien, ça va être réellement compliqué. Là, ça serait également même substituer le travail des professeurs. C'est à eux de former les étudiants et non à la première dame de mener des actions de répétition, des petits centres pour pouvoir aider les étudiants à évoluer de niveau. Donc, il faut que nous citions également ce côté. Oui, allez-y rapidement parce que le temps est... Il n'a pas peut-être... Oui, madame, on va vous donner la parole rapidement. Rapidement, en 1 minute. Oui, il n'a pas peut-être compris le sens de mon intervention. Ça, j'ai axé sur l'angle du fait qu'il y a des possibilités de renforcer le système éducatif et de faire accompagner les enseignants dans leur mission. Ça, c'est possible parce que le programme, là, c'est un cas témoin. Maintenant, ce n'est pas seulement la première dame qui est acteur, qui peut être un appui au système. Il y a d'autres volontés. Même les étudiants peuvent servir de canaux, bien sûr, pour appuyer le corps enseignant. Oui, on le sait, ses propos, ça n'engage que lui. Voilà. Mais en fait, Madame Yaressi, votre réaction, et comme on est déjà à la limite du temps qui nous est imparti, quelle disposition pour la rentrée prochaine? Non, moi, avant oui, j'ai dit votre réaction. Oui, voilà, allez-y. Ma réaction est celle-ci. Oui, sous l'occupation, ne soyons pas amnésiques. Sous l'occupation, le ministre Wan a fait déplacer tous les candidats à tous les examens jusqu'à Sévaré. Tout le monde, les candidats au bac, etc. S'il était professeur à cette époque-là, il le sait. Allez-y. Parce qu'il fallait mettre tout le monde, la justice, c'est ça la justice sociale dans une démocratie. On leur a donné l'accès aux examens comme à tout le monde. Voilà. Et dans les camps aussi, on doit saluer l'effort des Burkinabés, du gouvernement burkinabé, du gouvernement nigérien et du gouvernement mauritanien. Oui. Et régulièrement, les ministres en charge de l'éducation ont rendu visite aux élèves. Et ce sont les réfugiés notamment qui enseignaient à des enfants de réfugiés. Les enseignants qui sont là-bas, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Bon, pour la rentrée prochaine, ce qui est important, c'est d'essayer de voir le partenariat avec les enseignants, au niveau du dialogue social, qu'on sorte certains acteurs du dialogue social, qu'il y ait un véritable dialogue social, que les salaires, qu'on revoie les salaires, pas seulement au niveau des enseignants, mais pour les fonctionnaires et pour ceux qui travaillent dans le privé, parce que la vie est très chère, parce qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas étudier 20 ans et être clochardisé. Voilà. Donc nous souhaitons que le gouvernement, parce qu'il nous est revenu qu'il y a une nouvelle politique salariale qui va se mettre en place, qu'on essaie de voir. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc nous remercions nos invités, Koumba Yaressi, enseignante à la retraite, Soumaïla Koulibaly, secrétaire à la communication au Sinesec, Goro Soumaïla Sissé de l'AIM, Kinan Agadeda, directeur national de l'enseignement fondamental. Alors c'était sur les examens de fin d'année, donc les résultats. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Cette émission et toutes les autres, posez-nous vos questions également sur nos répondeurs au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Cette émission a été réalisée par Moumine Sendebou. Elle est mise en onde par Gagny Kanté. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara et moi-même Aliou Sidibé. Au revoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.